Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la 5e carte mentale concernant le chapitre sur le système cardiovasculaire. Nous allons donc nous intéresser cette fois au vaisseau sanguin. Voici la carte mentale, toujours la même avec ses 6 branches. Nous explorons donc la 5e branche, à savoir les vaisseaux sanguins. Alors les vaisseaux sanguins, il en existe différents types. Nous pouvons les apercevoir ici. Nous allons parler des artères, artérioles, capillaires ou vaisseaux d'échange, vénules, puis veines. Commençons avec les artères. Donc les artères ont une paroi constituée de 3 couches. On va parler de 3 tuniques. La tunique la plus interne est aussi appelée l'intima. Elle est constituée donc par un endothélium qui est un épithélium simple, donc une seule assise cellulaire de type pavimenteux, c'est-à-dire que les cellules vont former une sorte de dallage. Cette intima va aussi évidemment comprendre une membrane basale, c'est la membrane basale associée à l'endothélium, et on va aussi trouver une limitante élastique que l'on appelle limitante élastique interne, qui est de nature conjonctive. Deuxième tunique, la tunique moyenne ou média. Elle est constituée par du tissu musculaire. Ce tissu musculaire donc, va recevoir une innervation orthosympathique et uniquement orthosympathique. Il n'y a pas d'innervation parasympathique sauf exception. Et cette stimulation orthosympathique peut varier. Lorsqu'elle augmente, on va observer une vasoconstriction parce que les cellules musculaires vont se contracter, donc il va y avoir une diminution de la taille de la lumière donc, de ces artères. Et quand il y a donc une diminution de la stimulation orthosympathique, les cellules contractiles donc de la paroi se relâchent. On observe une vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation du diamètre de la lumière. Autour de ce tissu musculaire, on trouve une limitante élastique dite externe. Ensuite, nous trouvons la troisième tunique, la tunique dite externe ou adventice, qui correspond à du tissu conjonctif. Et donc, la paroi d'une artère est assez épaisse et la lumière relativement circulaire. On peut identifier 2 types d'artères, des artères dites conductrices ou élastiques, qui vont avoir un diamètre assez important, supérieur à 1 cm. On va trouver également une grande proportion de fibres élastiques dans ces artères qui vont avoir un rôle de réservoir de pression. On peut repenser à ce que nous avions dit concernant l'aorte, qui est une artère élastique ou conductrice, puisqu'effectivement elle va pouvoir emmagasiner de l'énergie élastique et donc propulser le sang dans les artères coronaires lorsque le cœur sera relâché. Autre type d'artères, les artères musculaires ou distributrices, dont le diamètre varie de 1 cm, c'est-à-dire 10 mm à 0,1 mm. Et on observe, comme leur nom l'indique, davantage de cellules musculaires dans la paroi de ces artères. On trouve ensuite les artérioles. Alors les artérioles, on va les trouver dans l'ensemble des tissus du corps. Leur diamètre varie de 100 à 10 micromètres et leur paroi va aussi avoir un aspect qui change. Dans les artérioles qui sont à proximité des artères, on va avoir 3 tuniques. Dans les artérioles qui sont à proximité des vaisseaux suivants, c'est-à-dire les capillaires, on va avoir une seule tunique sur les artérioles. On peut insister sur le fait qu'il y a dans la paroi des artérioles des myocytes donc, qui vont réguler le diamètre des artérioles. Et les artérioles vont avoir un effet important sur la pression artérielle, puisque en jouant sur leur diamètre, en réalisant une vasoconstriction ou une vasodilatation, elles vont avoir un impact sur la résistance qui existe donc dans ces conduits. Nous nous intéressons maintenant aux capillaires, les capillaires étant aussi appelés les vaisseaux d'échange, puisque c'est à leur niveau que les échanges pourront se faire entre le sang et les tissus via le liquide interstitiel. Donc les capillaires sont présents à proximité de toutes les cellules du corps.
Leur diamètre varie entre 10 et 4 micromètres. Les plus fins capillaires vont avoir un diamètre dans lequel les globules rouges vont devoir circuler en file indienne. Donc les plus petits capillaires sont vraiment très très fins. Concernant leur paroi est constituée par les cellules endothéliales et la membrane basale, et c'est tout. On ne trouve pas les autres tuniques. Ces capillaires vont permettre donc les échanges de substances avec les cellules. Comme je l'ai déjà évoqué, les échanges se font toujours via le liquide interstitiel. On peut faire une remarque concernant les lits capillaires qui existent dans un tissu. Un tissu va présenter plusieurs lits capillaires et il va y avoir une alternance concernant la circulation du sang qui va de temps en temps être présent dans certains lits capillaires, pas dans d'autres, et puis cela va alterner. Donc cet approvisionnement du sang va être régulé par des vaisseaux particuliers qu'on appelle des métartérioles qui vont présenter des sphincters, donc appelés sphincters précapillaires, qui vont autoriser ou non les lits capillaires à recevoir du sang. Il existe 3 types de capillaires. Certains capillaires sont qualifiés de capillaires continus. On les trouve donc par exemple dans les muscles striés squelettiques, dans les poumons, ou également dans les tissus conjonctifs. Les substances présentes dans le sang vont pouvoir aller dans le liquide interstitiel en passant au niveau des fentes intercellulaires, c'est-à-dire en passant entre les cellules qui constituent donc la paroi de ces capillaires. Bien sûr, les échanges peuvent se faire dans les deux sens. Il existe des capillaires dits fenestrés. Ces capillaires fenestrés, on va les identifier, les trouver dans des lieux comme les reins, les plexus choroïdes, les villosités intestinales ou encore les glandes endocrines. Les substances vont pouvoir circuler au niveau de ces capillaires fenestrés, donc au niveau des fentes intercellulaires, mais aussi au niveau de sortes de pores qui existent au niveau des cellules endothéliales, que l'on appelle des fenestrations, qui sont de diamètre relativement petit. Donc on peut parler de fenestration étroite. Dernier type de capillaires, appelés les sinusoïdes. On les trouve au niveau du foie, de la moelle osseuse, de la rate, de certaines glandes endocrines. Donc ces sinusoïdes vont avoir comme caractéristique de présenter des fentes intercellulaires assez larges et des fenestrations qui vont être assez larges. Donc des pores assez larges, ainsi bien que des substances assez volumineuses vont pouvoir circuler. D'autre part, la membrane basale va être elle aussi incomplète, ce qui n'était pas le cas pour les 2 types précédents. Nous pouvons ensuite dire un mot concernant les vénules. Les vénules donc proviennent de la réunion de capillaires, donc leur diamètre va être un peu plus grand, il varie entre 10 et 100 micromètres. On peut noter toutefois que les plus petites vénules vont être poreuses et c'est à leur niveau que les cellules immunitaires vont pouvoir donc circuler quand ce sera nécessaire via un mécanisme particulier. La paroi des vénules est constituée par une intima et on va trouver également une média avec quelques myocytes qui vont être présents. Les vénules vont se rencontrer, vont confluer et vont constituer les veines dont le diamètre varie entre 0,1 et plus de 1 mm, voire davantage pour les plus grosses veines. La lumière donc des veines, contrairement à celle des artères, va être plutôt ovale, assez grande, et la paroi va être différente dans le sens où la paroi des artères va être assez épaisse, tandis que la paroi des veines, même si elle comporte 3 tuniques, va être assez mince. On retrouve néanmoins les 3 tuniques caractéristiques, l'intima, la média et l'adventice. L'intima peut présenter des particularités au niveau plus spécifiquement des veines situées dans les membres, puisque l'intima va former à ce niveau des valvules veineuses, lesquelles vont avoir tout simplement un rôle de valve, c'est-à-dire qu'elles vont éviter le déplacement du sang dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elles préviennent un écoulement sanguin rétrograde. Quand ces valvules sont défectueuses, des varices peuvent apparaître. On notera que les vénules et les veines
donc vont constituer un réservoir sanguin. Donc il y a à peu près 64% du sang qui est présent dans ce réservoir sanguin, ainsi bien que lorsque ces veines réalisent une vénoconstriction, donc se contractent, eh bien le sang peut être redistribué. C'est par exemple le moyen d'éviter une chute de la pression artérielle en cas d'hémorragie, mais nous reviendrons sur ce point. Nous avions fait quelques remarques après avoir présenté la structure des différents vaisseaux sanguins. Nous avions évoqué la notion d'angiogenèse, l'angiogenèse étant la fabrication des vaisseaux sanguins qui va se produire par exemple au niveau de l'utérus à chaque cycle chez la femme, que l'on va observer aussi durant des cicatrisations. L'angiogenèse est aussi étudiée dans la mesure où elle va être importante lors de la vascularisation des tumeurs et que ça peut être une manière justement d'empêcher le développement des tumeurs. Ensuite, nous avions évoqué la notion de vasa vasorum, ce qui désigne en fait l'irrigation des parois des gros vaisseaux sanguins. On peut imaginer la paroi, par exemple, de l'aorte qui va être assez épaisse et qui va du coup nécessiter une vascularisation puisque le sang qui circule dans l'aorte ne sera pas suffisant en fait pour apporter tout ce qui est nécessaire aux cellules qui constituent l'épaisse paroi de l'aorte. Nous avions évoqué le terme d'anastomose que nous avions déjà rencontré. Et les anastomoses peuvent être artérielles ou veineuses. Elles vont constituer, ces anastomoses, une circulation collatérale. En fait, les anastomoses vont constituer des voies de dérivation du fait que les vaisseaux vont se rencontrer les uns les autres. Et nous avions terminé avec une remarque concernant la notion de système porte. Et nous avions dit qu'un système porte, c'est un système dans lequel deux réseaux de capillaires vont s'enchaîner. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'enchaînement classique dans lequel on part du cœur et puis on retourne au cœur en passant par artère, artériole, capillaire, vénule et veine, dans ce cas, dans le cas donc d'un système porte, on va avoir l'enchaînement suivant entre le cœur et le retour au cœur. On va passer donc au niveau des artères, artérioles, puis capillaires. Puis on va avoir un vaisseau qu'on peut qualifier de vaisseau porte, puis un nouveau réseau de capillaires, puis vénule, veine et cœur. Donc ce qui est particulier ici, c'est qu'on a bien deux réseaux capillaires qui sont reliés l'un à l'autre par un vaisseau porte, ce vaisseau porte pouvant être une veine ou une artère. Nous étudierons ces systèmes portes, il y en a 3 qui existent dans le corps. 2 vont présenter une veine porte, ce sera le cas au niveau du foie et au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et un système porte présentera une artère, ce sera le cas au niveau des reins. Nous avions ensuite parlé donc des échanges capillaires. Nous avons dit que les échanges capillaires peuvent se faire par diffusion, une diffusion passive qui va se faire selon les gradients de concentration, par exemple. Dans ce cas, le passage des substances peut se faire au niveau des fentes intercellulaires, donc entre les cellules endothéliales, au niveau des fenestrations, donc ces sortes de pores qui vont exister au niveau des cellules endothéliales, et le passage peut se faire aussi directement à travers les membranes des cellules endothéliales, ce qui est en particulier le cas pour les substances liposolubles. Nous avions évoqué aussi les échanges qui peuvent se faire par transcytose. Dans ce cas-là, on peut définir la transcytose comme correspondant à un transbordement donc de substances d'un pôle à l'autre de la cellule. Il s'agit tout simplement de mécanismes d'endocytose et d'exocytose qui vont se réaliser. Et puis nous avions passé pas mal de temps pour comprendre le phénomène d'écoulement de masse ou de transport de masse. Je vous avais dit qu'il s'agit dans ce cas d'un mouvement assez massif, c'est-à-dire un mouvement de liquide et des constituants qui s'y trouvent. Et on parle d'écoulement ou de transport de masse puisque les constituants font en quelque sorte masse avec le liquide. Cet écoulement, ce transport de masse va avoir un rôle assez mineur en fait dans les échanges. En revanche, il va avoir un rôle assez important dans la régulation du volume sanguin et du liquide interstitiel. Nous avons dit que cet écoulement de masse donc, dépend des forces de Starling
et nous avons passé un certain temps pour bien détailler les éléments qui sont en jeu. Nous avions donc évoqué deux forces, hydrostatiques et osmotiques, en fait, qui vont être à l'origine de gradients de pression hydrostatique, donc pH pour pression hydrostatique, et de gradients de pression osmotique, donc PO pour pression osmotique. Et je vous avais dit, pour comprendre ces phénomènes, d'avoir en tête que la pression hydrostatique pousse, tandis que la pression osmotique va attirer. Donc nous avions envisagé les deux compartiments, sanguin et interstitiel, et envisagé les pressions hydrostatiques et osmotiques dans ces différents compartiments. Nous avions donc abouti à la notion de pression nette de filtration. Nous avions donc construit la formule suivante et nous avons vu, et je ne m'attarde là que sur la conclusion, que au niveau de l'extrémité artérielle des capillaires, on a une pression nette de filtration qui est de 10 mm de mercure, donc de plus 10 mm de mercure. Ça veut, le plus signifiant qu'on a bien une filtration, il s'agit d'une pression nette de filtration. Par contre, au niveau de l'extrémité veineuse des capillaires, on a une pression nette de filtration qui est négative, c'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène qui est l'inverse de la filtration et que l'on appelle la réabsorption. Le moins renvoie à une réabsorption qui se fait à ce niveau-là. Alors par contre, nous avions insisté sur le fait que ces pressions nettes, donc en plus d'avoir des signes différents, vont avoir des valeurs différentes, ce qui veut tout simplement dire que finalement, concernant le liquide qui a filtré, au niveau des capillaires, il n'y a que 85% du liquide qui a filtré au niveau des capillaires qui sera réabsorbé au niveau des capillaires. Ça veut dire qu'on a 15% de liquide qui a filtré qui va être dans l'espace interstitiel. Alors il ne va pas y rester puisque ce liquide va retourner au sang en se canalisant, en entrant donc dans les capillaires lymphatiques, lesquels vont se rencontrer et constituer ce que l'on appelle le conduit thoracique, qui va ramener donc ce liquide interstitiel, qui devient ce qu'on appelle une lymphe canalisée. Donc le conduit thoracique ramène cette lymphe canalisée vers le compartiment sanguin. Alors bien sûr, s'il y a des déséquilibres concernant ces mécanismes, par exemple si la filtration devient supérieure à la réabsorption, eh bien il peut y avoir une augmentation du volume interstitiel, c'est ce que l'on appelle dans ce cas de l'œdème. Nous avons donc fini avec cette cinquième branche qui concernait les vaisseaux sanguins. Je vous dis donc à bientôt pour envisager donc la dernière branche, c'est-à-dire la pression artérielle.